Aujourd'hui, on va parler de la femme qui a inventé le champagne moderne et littéralement transformé le marché du luxe au 19e siècle. Son business plan? Pirater un blocus militaire et transformer l'armée ennemie en influenceur. Tout le monde ou presque connaît Veuve Clicquot. Vous savez, cette fameuse étiquette jaune-orangé qu'on voit partout, des podiums de F1 aux clips de rap. On pourrait se dire que c'est juste une marque de plus dans l'empire LVMH, une mécanique marketing bien huilée. Sauf que derrière ce nom Veuve Clicquot, il y a une vérité historique et une vraie veuve dont l'histoire est digne d'un scénario de film. C'est l'histoire d'une femme qui, à 27 ans, dans une France en guerre, régie par des lois qui la considéraient comme une incapable, va non seulement sauver son entreprise familiale de la faillite, mais carrément réinventer le champagne. Alors, oubliez la Veuve Clicquot de 2025 que vous emmène dans la Champagne du 19e siècle, en pleine guerre napoléonienne, pour vous raconter la vie de Barbe Nicole Clicquot-Ponsardin. Pour bien comprendre le personnage, il faut se remettre dans le contexte. Barbe Nicole Ponsardin n'est pas née dans la misère, loin de là. Son père est un baron, un industriel du textile richissime et très proche du pouvoir. Elle reçoit donc la meilleure éducation possible pour une jeune fille issue de la haute bourgeoisie de l'époque. Ce qui veut dire apprendre à tenir une maison, être une bonne mère et une bonne épouse. Le monde des affaires, la stratégie, c'est plutôt réservé au club des mecs. Et la porte pour les filles est verrouillée à double tour. Son destin est donc tout tracé. À 21 ans, elle épouse François Clicquot, le fils d'un banquier qui a aussi une petite activité de négoce en vin. Un business modeste, mais qui a du potentiel. François, qui est un passionné, l'initie à tous les secrets de l'élaboration du vin. Et ils partagent ensemble ce rêve de faire de leur champagne un produit d'exception. Sauf que, le champagne de l'époque, ce n'est pas tout à fait ce que l'on boit aujourd'hui. C'est un vin dont la production est très artisanale, presque aléatoire. Le plus gros souci, c'est qu'après la fermentation en bouteille, il reste un dépôt de levure morte. Le champagne est trouble, c'est moche et ça peut même donner mauvais goût. Pour la plupart des producteurs, c'est comme ça et on peut pas y faire grand chose. Mais en 1805, tout s'écroule. François meurt brutalement, à l'âge de 30 ans, d'une fièvre. Barbe Nicole se retrouve alors veuve, à 27 ans, avec Clémentine, sa petite fille en bas âge. Et surtout, avec une entreprise qui, sans son mari, est vouée à la liquidation. Donc là, normalement, l'histoire est finie. Selon le code Napoléon, la femme n'a quasiment aucun droit. Elle ne peut pas signer de chèque, posséder un bien, et encore moins diriger une entreprise. Son beau-père, Philippe Clicquot, un homme d'affaires pragmatique, décide logiquement de tout arrêter. Fin de l'aventure. Et c'est là que se produit le premier coup d'éclat. Barbe Nicole va utiliser la toute petite faille du système. Si une femme mariée est une mineure aux yeux de la loi, une veuve, elle, peut reprendre les affaires de son défunt mari. C'est sa seule porte de sortie et elle s'engouffre dedans. Elle va donc voir son beau-père et lui propose un deal complètement dingue. Elle lui demande de lui avancer une somme colossale pour l'époque pour qu'elle puisse continuer seule. Et elle met tout son héritage personnel sur la table. Face à une telle détermination, et sans doute par respect pour la mémoire de son fils, il accepte. La maison Veuve Clicquot-Ponsardin est née. Elle vient de gagner une bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Parce que le contexte est catastrophique. On est en pleine guerre napoléonienne, et l'empereur a imposé un blocus continental. Plus aucun commerce avec l'Angleterre et ses alliés. Pour une maison de champagne qui vit de l'export, c'est un arrêt de mort. Les ventes s'effondrent, les dettes s'accumulent, et pour achever le tableau, en 1814, les armées russes et prussiennes envahissent la France. Reims est occupé. Et à votre avis, que font les soldats en Champagne? Ils défoncent les portes des caves et pillent les stocks. C'est la panique. Tous les concurrents de la veuve murent leur cellier pour sauver ce qui peut l'être. Elle va faire l'exact inverse. C'est à ce moment-là qu'elle aurait prononcé une phrase qui va rester célèbre: « Laissez-les boire. Aujourd'hui, ils boivent. Demain, ils paieront. » Dans un éclair de génie, elle comprend que ces soldats, ces officiers russes nobles, ce sont ses futurs clients. Et elle transforme ce pillage en la plus grande opération de dégustation gratuite de l'histoire. Mais pour que ce pari fonctionne, il faut que le produit soit plus que bon. Il faut qu'il soit inoubliable. Et elle reste obsédée par ce problème de dépôt qui rend son champagne trouble. Sa devise était une seule qualité, la toute première. Et ça ne collait pas avec un vin à l'aspect douteux. Alors, pendant des années, elle passe des nuits dans sa cave, à faire des essais, à chercher une solution. Et en 1816, elle invente un truc qui
qui va changer la face du champagne, la table de remuage. L'idée est d'une simplicité géniale. Une table en bois, percée de trous, on y met la bouteille la tête en bas. Et chaque jour, un employé vient tourner chaque bouteille d'un quart de tour. Petit à petit, le dépôt glisse le long du verre et vient se coller dans le goulot. Il suffit ensuite de faire geler ce petit bout, de faire sauter le glaçon de dépôt et de reboucher. Le résultat, c'est un champagne limpide, parfaitement brillant. Elle vient de créer le champagne moderne que l'on connaît. Pour ne rien gâcher, la récolte de 1811, quelques années plus tôt, avait été exceptionnelle. On dit que c'est grâce au passage d'une grande comète dans le ciel. Flairant le bon coup marketing, elle appelle cette cuvée le vin de la comète. Elle a maintenant son arme secrète, un produit techniquement parfait, avec une histoire incroyable à raconter. On arrive en 1814, Napoléon a abdiqué, la guerre est finie, et le blocus maritime va être levé. C'est la course, tous les producteurs le savent, le marché russe est une mine d'or. Ils préparent leurs bateaux, prêts à partir, dès le feu vert. Sauf que la veuve, elle n'a pas l'intention de participer à la course. Elle veut la gagner avant même qu'elle ait démarré. Elle monte une opération quasi clandestine et, alors que le blocus est encore techniquement en vigueur, elle affrète en secret un bateau avec plus de 10 000 bouteilles de son fameux vin de la comète. C'est un risque énorme car si le bateau est arraisonné, c'est la fin. Mais le navire arrive à bon port, à Saint-Pétersbourg. Et là, surprise, les Russes ne l'attendent pas seulement, ils l'espèrent. Le champagne que les officiers ont bu en France est déjà une légende. Avant même que le bateau soit à quai, toute la cargaison est déjà vendue à un prix exorbitant. Le tsar Alexandre Ier lui-même déclare qu'il ne boira plus que le champagne de la veuve Clicquot. Quand ses concurrents arrivent des semaines plus tard, il est bien trop tard. La place est prise. Elle a non seulement sauvé sa maison, elle est devenue immensément riche et la fournisseuse officielle de la cour la plus prestigieuse d'Europe. Barbe Nicole Clicquot ne s'arrêtera pas là. Elle dirigera son empire d'une main de fer pendant plus de 40 ans encore, jusqu'à sa mort à 88 ans. Et elle a continué d'innover en créant le premier champagne rosé d'assemblage moderne en 1818. On l'a surnommée déjà la grande dame de Champagne. Son histoire, c'est la preuve que les pires crises peuvent devenir les plus belles opportunités. C'est l'histoire d'une femme qui a refusé le destin qu'on voulait lui imposer, qui a utilisé son intelligence et une audace folle pour s'imposer dans un monde d'hommes. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette étiquette jaune, j'espère que vous y verrez un peu plus qu'une simple marque de luxe. Vous y verrez le génie d'une veuve de 27 ans qui, au milieu du chaos des guerres napoléoniennes, a non seulement sauvé un héritage, mais a surtout offert au monde les bulles de la victoire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Et dites-moi en commentaire quelle autre saga du vin vous aimeriez que je vous raconte. En parlant de vin, il y a un petit concours sur le site de Vinabox. Vous avez juste à rentrer votre email et vous pouvez gagner une box de vin tous les mois. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.